bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Phase S. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité assez particulier qui est Olivier Fallet. Bonjour. Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Et avec toi, donc aujourd'hui, on va parler de générique. Voilà, donc plus particulièrement de générique de dessins animés, mais qui s'applique aussi au générique de séries télé. Exactement. Et bien donc c'est parti. Comment se fait-il qu'en France, on refasse systématiquement des génériques? Est-ce que c'est une commande des chaînes de télévision ou c'est parce que culturellement on n'avait pas voilà, cette culture des dessins animés, des génériques, etc. Ou c'est parce que bon, voilà, le prod voulait un générique français sur les séries qu'on recevait? Est-ce que tu peux nous expliquer ce fait de refaire systématiquement des génériques en France? Alors c'est plus trop le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais depuis les années 2000 et particulièrement sur les dessins animés, on ne refait plus trop les génériques ou alors on se contente simplement d'adapter la version originale, qu'elle soit en anglais ou en français. De toute façon, les génériques, il y a moins de place pour eux à la télévision aujourd'hui. On est à l'ère depuis longtemps du zapping et effectivement un générique c'est source de quitter la chaîne, donc les chaînes en général ont tendance à ne plus trop les passer ou à les réduire à 10 secondes, voilà. Donc je pense que la question elle serait surtout à l'époque où on crée vraiment des génériques, où ils étaient commercialisés, et c'est justement le sujet qu'on abordait dans le livre que j'ai écrit avec Rui Pasquale, La belle histoire des génériques télé, et justement si on s'est arrêté aux années 2000, c'est parce qu'on estime que cet âge d'or des génériques un peu à la française, il correspond, on va dire, des années 70 jusqu'à la fin des années 90. Alors pourquoi on a eu toutes ces chansons? Oui. Alors au départ, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui a été calculé. Au départ d'ailleurs, les premières séries étrangères qui arrivent en France, on a tendance à garder les génériques. Alors soit garder les génériques originaux s'ils sont en anglais ou s'ils sont en version instrumentale, ou alors soit au départ tout simplement les traduire. Je pense notamment les premières grandes séries japonaises qui sont arrivées en France en 1978, Goldorak et Candy. Les premiers génériques, ce sont les génériques japonais adaptés et rechantés en français. Voilà, mais en fait, il va se passer justement quelque chose, et ce quelque chose, c'est sur Goldorak. Pour tout un tas de raisons, ce premier générique qui était adapté sur la version japonaise, en 1978, il doit être refait. Il y a une polémique à propos des paroles, et ceci est confié à Haim Saban, qui va justement mettre un de ses petits protégés qui était le jeune Noam, qui était sur la fin d'une carrière d'enfant chanteur où il avait sorti de grands hits mais qui n'étaient pas des génériques, et c'est lui qui va enregistrer cette chanson, le grand Goldorak, qu'on connaît tous. Et contre toute attente, eh bien, ça va se vendre très très bien. Le disque va se vendre, je crois, 2 millions d'exemplaires à l'époque, presque 4 millions au total cumulés jusqu'à aujourd'hui, et ça va créer un précédent en fait. Il va y avoir une prise de conscience que la diffusion d'une série à la télévision, surtout à une époque où il y a encore 2 chaînes et demie en 1978, donc c'est un impact énorme en fait. Avoir une chanson qui est diffusée pendant 1 minute 30 au début et en fin d'épisode, ça peut générer vraiment de très grosses ventes. Donc la tentation est grande dès lors de garder la main sur cette manne, et plutôt que de la redistribuer sur des chansons au départ japonaises ou américaines, autant prendre tous les droits et composer, créer des chansons spécifiquement pour la France. Bon, effectivement, donc il y a d'abord cette raison, on va dire, financière, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je pense, des chansons qui originales qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on attend à l'époque d'un générique. Alors évidemment, des chansons en japonais au début des années, fin des années 70, début des années 80, on n'est pas prêt à mettre des chansons en japonais à la télévision. Et même les séries japonaises, quand elles arrivent, parfois elles ont quelques années de retard ou elles ont déjà été diffusées depuis 10 ans au Japon, et musicalement, même si on pourrait réutiliser le générique et le traduire comme on l'a fait sur Goldorak, ça peut être tout de suite un peu daté. Et puis effectivement, il y a une façon un petit peu française de faire des génériques qui correspondent plus à des chansons pour enfants. Donc
Je pense qu'il y a des moments où on ne se pose même pas de questions systématiquement. On a l'habitude de travailler avec des compositeurs en plus qui ont déjà au fil des années, que ce soit Haïm Saban, l'écurie aussi IDDH, avec des gens comme Jean-Daniel Mercier, des orchestrateurs qui vont faire travailler avec Chantal Goya sur Booba, des chansons comme Capitaine Flamme. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent très bien et qui sont appréciées, les génériques plaisent, les disques se vendent, donc systématiquement je pense qu'on ne se pose plus trop de questions. Il y a vraiment effectivement à la fin des années 90 aussi une prise de conscience des producteurs. Les Américains sont les premiers à avoir conscience qu'ils veulent garder leurs droits sur les génériques et ils seront les premiers à inclure dans les contrats de ne pas toucher au générique ou alors simplement à éventuellement le traduire en français. Mais les Japonais, c'est bien plus tard qu'ils vont réaliser qu'ils sont passés à côté de quelque chose et qu'ils voudront réhabiliter un petit peu leur série en demandant aujourd'hui de garder les génériques originaux. Mais voilà un petit peu l'histoire et voilà pourquoi à cette époque-là, systématiquement, on créait des génériques français. Toi justement qui a été dans cette partie des génériques avec logarithme, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait à l'heure actuelle qu'il y ait des chanteurs, alors je pense à Claude Lambard, mais je pense quelques autres qui puissent maintenant donc faire des concerts et réinterpréter leur générique parce qu'en fait eux ne sont pas détenteurs des droits mais sont juste les interprètes. Donc là à ce niveau-là, comment ça se passe après une fois qu'ils ont chanté les génériques pour récupérer les droits ou je ne sais pas pour pouvoir les rechanter comme ça en public? Alors comme tu le soulignes, bien souvent en France, mais ça c'est le système français de répartition des droits musicaux, l'interprète n'est pas forcément détenteur, et même quasiment jamais détenteur des droits des chansons qu'ils enregistrent. Sauf s'il est l'auteur de ses propres chansons et surtout s'il les a produits. Mais en tout cas dans les années 80, c'était loin d'être le cas. Et encore plus sur les génériques où on faisait souvent appel à des chanteurs pour une simple prestation. Ils venaient enregistrer, on avait besoin d'une voix. D'ailleurs, peu de chanteurs étaient vraiment mis en avant. La moitié des génériques ont été édités à cette époque-là. Vous regardez les disques, il n'y a pas l'interprète qui est marqué. Pourquoi? Parce que on faisait ça parfois peut-être un petit peu rapidement et puis je pense que les chanteurs n'avaient pas forcément conscience que ce serait quelque chose d'important et qui resterait dans le temps ou d'autres avaient peut-être parfois aussi une carrière à côté et effectivement ne voulaient pas forcément mélanger une carrière artistique en cours et l'enregistrement de générique. Donc pour tout un tas de raisons, souvent ils cédaient leurs droits d'ailleurs, ils touchaient un cachet forfaitaire et ils n'avaient pas de droits. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui certains découvrent ces génériques sont encore exploités ou qui sont devenus cultes et qu'ils n'ont pas forcément touché ce qu'ils auraient pu toucher s'ils avaient peut-être mieux négocié ou si on ne leur avait pas forcément tout expliqué à cette époque-là. Voilà. Ça ne les empêche pas aujourd'hui de les rechanter en concert. Tout le monde est libre d'interpréter ce qu'on veut du moment qu'on déclare les auteurs, les compositeurs à la SACEM quand on fait le concert. Par contre, pour ce qui est de l'édition de disques, c'est vrai qu'un chanteur aura beaucoup de mal, de générique, aura du mal à sortir une compilation de ses propres chansons tout seul. Il doit trouver qui ont été les éditeurs. Si c'était des génériques du Club Dorothée, ça va être par exemple AB Disque. Et aujourd'hui, AB Disque, c'est géré, je crois, par Universal, parce que beaucoup de catalogues ont été absorbés par aujourd'hui des grosses maisons de disques. Les génériques de la 5 à l'époque où certains génériques plus du début des années 80, c'était les Discades qui pareil à force ont été absorbés par Universal. Le catalogue Saban aujourd'hui il est chez Warner. Donc voilà, après il faut aller réacheter les droits, en tout cas pour les exploiter aujourd'hui. C'est comme ça que sortent d'ailleurs, quand il y a encore des génériques qui sortent dans des compilations aujourd'hui ou dans des collections comme Télé 80, voilà, ils font des recherches pour savoir qui aujourd'hui détient les droits. Parce que, encore une fois, bien souvent, la maison de disques originale ou l'éditeur de l'époque, aujourd'hui, c'est des sociétés qui n'existent plus, mais il y a quand même une hiérarchie et on peut aujourd'hui remonter et du coup acheter ces droits pour les sortir. Mais effectivement, ceux qui détiennent les droits sont malheureusement rarement les interprètent en eux-mêmes. D'accord. Justement, comment ça se passe quand on ne retrouve pas les ayants droit? Alors, est-ce que ça tombe dans le domaine public ou il y a un moment, il y a une période où on dit non, où on finit tout de même par retrouver que ça appartient quand même à une société obscure qui traîne par-ci par-là? Alors c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé l'ayant droit que ça tombe dans le domaine public. Il y a une durée, je crois, pour la musique, je crois,
sans me tromper, qu'elle est de l'ordre de 50 ans. Donc il va falloir quand même encore attendre un peu pour qu'après des choses tombent dans le domaine public. Non, mais c'est comme tout, c'est comme un film. C'est pas parce qu'on a perdu l'ayant droit original que n'importe qui peut le sortir. Parce que l'ayant droit peut toujours à tout moment être retrouvé et vous attaquer et dire bon, bah, maintenant prouvez-moi que vous avez sorti ça. Et puis c'est pas parce qu'on le retrouve pas que quelqu'un l'a pas ou est peut-être pas déjà dans un autre réseau qu'on connaît pas en train de travailler à une édition. Donc non, il faut faire ce travail de fond. C'est pas toujours facile, c'est pas facile de retrouver les contrats, surtout parce que des fois il peut y avoir des gens qui se revendiquent, qui vont dire ah oui c'est moi qui l'ai fait à l'époque. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui a signé le contrat et qui a encore les droits? C'est un travail qui est compliqué, ce qui explique aussi pourquoi il y a des choses qui ne sont encore jamais ressorties à ce jour ou qui ne ressortent pas, ou pourquoi c'est toujours un peu les mêmes génériques qui ressortent sur les compiles. Alors d'une part parce que c'est les plus connus, mais des fois parce que c'est les plus faciles à sortir parce qu'au moins ces catalogues-là sont aujourd'hui identifiés. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence entre les différents pays? Alors, je vais prendre comme exemple le Japon, parce que tu connais bien le Japon et puis c'est plus particulièrement à eux, par rapport à la France ou d'autres pays où en fait au Japon on n'a pas peur de mettre des grandes vedettes de la chanson en générique. Et alors qu'en France, on n'a jamais eu par exemple Johnny Hallyday qui a chanté un générique de dessin animé, de série télé, oui je suis sûr, Le Chevalier du Ciel, mais de dessin animé je crois pas. Voilà, alors est-ce que c'est les vedettes chez nous qui ne seraient pas prêtes à interpréter des génériques ou c'est juste parce qu'on n'y pense pas? Alors il y a eu quand même quelques exemples, pas sur des séries japonaises, mais déjà dès les années 90, moi je me souviens qu'il y a Lam qui avait chanté le générique d'une série qui s'appelle Tom et Shina. Il y a Nadia qui a sorti aussi un single de Sally Bollywood au début des années 2000 et même encore récemment TF1 c'est quelque chose aujourd'hui qu'ils font sur leur série. Il y a Christophe Maé qui a fait je crois le Ranch et puis il y a un repêchage aussi ou de la promotion sur des artistes qui ont fait des fois The Voice ou des télécrochets sur TF1 et qui sont, il y avait un télécrochet avec des enfants et il est devenu chanteur de Oum le Dauphin aussi. Donc si c'est quelque chose qui se fait maintenant, qui s'est un petit peu fait, alors effectivement pas à l'époque des séries japonaises ou en tout cas de manière pas vraiment assumée et avouée, parce qu'il y a eu des grands chanteurs, Jean-Pierre Savelli qui a chanté Albator, Xor, c'est quelqu'un qui avait eu une carrière avant, mais on peut pas dire à l'époque il n'a pas été pris parce qu'il était Jean-Pierre Savelli la vedette, c'est plutôt parce que justement sa carrière était à ce moment-là plutôt derrière lui. Bon après il va rebondir en faisant le hit Besoin de toi, besoin de rien, envie de toi, mais il n'a pas été pris pour ça. Il était pris parce que c'était un choriste et qu'il faisait beaucoup d'interprétations à la demande sur des musiques de films, notamment avec Michel Legrand. Éric Chardin a fait les musiques d'Albator, il a aussi travaillé sur le chant, mais c'était pas marqué sur le disque. Il avait bien signé la composition, mais il n'était pas mis en avant. Donc c'est vrai, alors encore une fois, oui, des vedettes, on en faisait appel à elles, et notamment justement, je pense à la société IDDH qui a amené San Kukai, Xor, Lady Oscar, Cobra. Le patron de cette société, Bruno René Huchez, il était très people, lui, il aimait bien fréquenter la jet set, etc. Et il faisait justement appel à... Il aurait aimé, par exemple, il voulait que le générique de Cobra soit chanté par Michel Sardou, par exemple. Ça aurait été quelque chose quand même. Oui. Finalement, ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons, et c'est un des choristes de Michel Sardou qui a quand même chanté. Donc le ton, Olivier Constantin, il y a un petit peu de ça, un peu dans la voix. On peut déjà un peu se projeter, s'imaginer si ça avait été chanté par Michel Sardou. Et beaucoup de gens talentueux, Jean-Jacques Debout a composé beaucoup de génériques justement pour cette société. Il en a chanté aussi quelques-uns, les Trois Mousquetaires. Voilà, mais c'est vrai, tu as raison, c'était rarement mis en avant. Peut-être parce que à cette époque-là, les dessins animés, c'était considéré pour les enfants. Donc c'était un peu sous-considéré. Les génériques, on considérait peut-être, à tort, que ce n'était pas des chansons aussi bien ou des chansons normales. Et puis peut-être aussi cette peur d'un mélange des genres. On a une carrière de variété, de chanteurs pop. Est-ce que chanter un générique de dessin animé, ça serait pas un peu décalé?
Donc probablement un petit peu tout ça, peut-être aussi les séries japonaises qui avaient peut-être pas forcément super réputation à cette époque-là. Ça pouvait aussi peut-être générer des craintes de ne pas s'afficher, en tout cas revendiquer quelque chose. Donc je pense que c'est plutôt pour ces raisons-là. C'est vrai que tu as raison, les Japonais n'ont pas attendu. Dès les années 80, un des premiers exemples, c'est Katsai. C'est pas le premier générique confié par à une chanteuse pop, mais c'est le premier qui a été numéro 1 des ventes au Japon et qui a commencé à amener la J-pop et justement à sortir les génériques de ce qu'on appelle l'anisong, les chanteurs d'anisong, les chanteurs qui étaient spécialisés dans l'interprétation de génériques. Et à partir de Katsai, il a commencé à avoir de plus en plus d'artistes pop. Évidemment, après, c'est parti encore plus avec City Hunter et des séries comme ça qui allaient vraiment dans la pop et dans la BO de toute la série. Et ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de gagnant-gagnant en fait. Un artiste qui est connu, les fans de l'artiste vont forcément jeter un coup d'œil à la série, en tout cas ça donne un coup de projecteur et ça peut amener un nouveau public. Et puis à l'inverse, un dessin animé qui peut être aussi très populaire peut permettre de faire découvrir aussi des nouveaux artistes. C'est pour ça qu'il y a ce schéma un peu classique qui n'est pas systématique, mais au Japon où en général le générique de début est plutôt confié à un chanteur ou un interprète confirmé qui va amener son public sur l'animé, et le générique de fin peut servir à lancer à l'inverse des jeunes artistes. Donc, et ça c'est quelque chose, voilà, M6 avait voulu le tenter en lançant Nonagin, le fameux nanana sur le générique de Sakura. Donc ça a été utilisé pour lancer une artiste qui était Froggy Mix, voilà, le groupe Froggy Mix, et il s'était vraiment inspiré du modèle japonais en fait pour faire un générique pour le coup moderne et pas dans ce qu'on avait l'habitude d'entendre, une chanson plutôt enfantine à l'occasion de la diffusion sur M6 de Cardcaptor Sakura. Donc voilà, il y a eu quand même une évolution et aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui maintenant peut arriver. Mais encore une fois, aujourd'hui, les génériques sont tellement pas beaucoup mis en avant à la télévision que finalement, c'est pas quelque chose qui est très systématique parce que de toute façon, la visibilité, elle ne sera pas ce qu'elle aurait été comme dans les années 80. Oui, parce que moi j'avais une anecdote, c'était lors d'un séjour au Japon, il y avait un groupe qui est très connu chez eux qui s'appelle Beez. Oui. Voilà, et donc ils avaient été pris en fait pour refaire le générique de la série X-Files. Voilà. Et ça en France on le voit rarement. Je crois qu'on avait eu une ou deux tentatives avec Heroes, je crois, où ils avaient refait le générique, et puis Prison Break si je ne dis pas de bêtises. Oui, là on est toujours sur M6 qui avait développé un vrai département musical, d'édition musicale, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier que c'était quand même une chaîne musicale, puis ils avaient des émissions, Dance Machine, qui étaient quand même des grands moteurs et des tremplins aussi, c'est des émissions qui avaient une forte popularité, visibilité, donc ils avaient développé leurs propres éditions musicales, et je pense que du coup, ils ont aussi étendu cette production de musique pour l'appliquer aussi à des séries, que ce soit des dessins animés ou des séries live. Mais on était déjà à une époque où il fallait qu'ils négocient, tous les distributeurs, en tout cas tous les producteurs de séries n'acceptaient pas forcément justement de voir changer leur générique. Alors donc tu nous parlais tout à l'heure de Goldorak, donc avec Saban qui avait fait un peu sa fortune sur le générique de Goldorak. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça où des sociétés d'édition avec des génériques ont fait voilà, un petit pactole ou voilà, un bon coup financier là-dessus? Alors Saban c'est l'exemple le plus important parce que effectivement Goldorak a lancé Saban qui grâce à ça il a pu monter son propre studio, il est allé à Los Angeles, il a très vite compris qu'il ne fallait pas s'arrêter à la France, donc il est allé aux États-Unis où il trouvait que le son était meilleur pour vraiment travailler les génériques. Et c'est vrai que le générique de Saban était très bien travaillé, après est arrivé Ulysse 31, le Goldorak de 82, Starsky et Hutch et puis plein de choses. Ils ont ensuite fait des génériques aussi pour l'international, pour beaucoup en Amérique du Sud et puis même aux États-Unis, puisqu'après ils ont eu un contrat avec toutes les séries de Dick, de Jean Chalopin, Les Mystérieuses Cités d'Or, Inspecteur Gadget. C'est plus que les génériques, ils faisaient toute la bande sonore. Et puis l'autre gros coup de Saban pour résumer cette grande carrière, ça a été les Power Rangers, d'acheter les droits de séries japonaises, de garder les costumes et de retourner les scènes de la vie avec des acteurs américains pour mieux le vendre à l'international. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est le plus gros succès. Et tout part quand même du succès d'un 45 tours de Goldorak. C'est vraiment le début. Et autre exemple, un petit peu qui suit la même chose, mais qui est un peu plus franco-français, c'est AB Productions, AB Disques. Jean-Luc Azoulay,
qui a commencé en travaillant pour Sylvie Vartan, et c'est à cette époque-là qu'il a connu aussi Gérard Salès, Claude Berda, qui sera le B de AB, et Azoulay le A de AB, et Salès, le compositeur attitré. Voilà, ils se connaissent tous parce qu'ils travaillent tous dans l'univers autour de Sylvie Vartan. Et puis voilà, bon, Sylvie Vartan arrête sa carrière, il décide de monter une maison de disques. Au début ça marche pas trop, ils font du disco, bon, en plus on est déjà sur la fin des années 70, c'est déjà la fin du disco. Et un jour Azoulay voit Dorothée à la télé, elle est speakerine, et il a un flash, il pense que c'est la nouvelle Sylvie Vartan, que c'est son égérie. Et il va réussir à la convaincre de chanter, parce qu'à l'époque Dorothée refuse de chanter, elle estime que elle a fait du cinéma, elle anime Récréa 2, mais c'est pas une chanteuse. Voilà, elle se laisse emporter, et puis finalement, voilà, un disque, et puis il va y avoir des succès très rapidement, ou La Menteuse. Et du coup, Azoulay, il devient producteur de disques dans l'univers de Récréa 2, donc il va produire aussi d'autres chanteurs, d'autres artistes qui vont sortir des génériques. Et c'est comme ça qu'il monte là aussi, donc il commence à faire fortune grâce aux disques, parce que Dorothée va vraiment vendre des millions de disques, et ainsi que les génériques et autres artistes qu'il produit dans cet univers de l'enfance et de la télévision. Et son gros coup de poker, lui aussi, c'est en 87 à la privatisation de TF1. Voilà, le marché est remporté par Bouygues, mais qui n'a aucune expérience de la télévision. Il doit monter sa chaîne en quelques mois. Et Azoulay Berda lui font la proposition de lui livrer une émission jeunesse clé en main, en débauchant Dorothée de la 2, où elle est vraiment la vedette de l'enfance, du service jeunesse, et de la porter donc sur cette nouvelle chaîne privatisée. C'est un coup de poker parce que eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans la télévision. Ils ont juste filmé quelques spectacles de Dorothée et c'est tout, quoi. Ils fait, je crois, l'émission Discopus, mais encore c'était une coproduction. Et là, ils doivent carrément produire et acheter des séries, mais c'est ce qu'ils vont faire et réussir. Et c'est ainsi que va naître le Club Dorothée. Ils vont à la Plaine Saint-Denis parce que là-bas, c'est pas cher pour acheter des locaux. Tout le monde leur dit, mais personne n'ira dans votre émission, personne ne dépassera le périphérique parisien, vous êtes fous de vous installer là-bas. Et aujourd'hui, toutes les télés enfin, tous les tournages se font là-bas. Et puis ils ont construit leur studio, qui malheureusement aujourd'hui sont démantelés parce que le A et le B se sont séparés depuis déjà pas mal d'années. Et puis voilà, la télévision et le marché a évolué. Mais voilà, c'est aussi quand même une très belle histoire parce que, pareil, c'est des gens qui sont partis de pas grand-chose et qui ont vraiment démarré leur fortune et su investir, mais grâce au succès du disque et notamment des génériques et des chansons pour enfants. Désormais, la majorité des dessins animés japonais, alors je prends les japonais en particulier, sont diffusés avec les génériques originaux. Je pense qu'il y a une évolution par rapport à 30 ou 40 ans. Comment ça se passe maintenant pour les droits? Parce que moi alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'avais toujours entendu dire que quand une chaîne par exemple achetait un animé, il y avait des droits différents pour le générique et pour l'épisode en lui-même. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ça? C'est pas tout à fait exact, mais il y a eu des cas de figure effectivement comme ceci. En fait, le souci c'est plutôt la musique, c'est un marché énorme au Japon. C'est le seul pays où les ventes sont où l'international ne représente pas la majorité des succès et où même les plus grands artistes comme Madonna en son temps ou aujourd'hui les artistes d'aujourd'hui qui cartonnent dans le monde entier font moins de ventes ou en tout cas pas tout à fait autant que des artistes locaux. Donc c'est vraiment un marché très très puissant et qui génère d'énormes revenus et qui ont des stars énormes au Japon. Et comme on l'a souligné, ces stars aujourd'hui effectivement elles font régulièrement des génériques de dessins animés. Le souci c'est que du coup des fois il est arrivé que garde les droits du générique. Oui, non, c'est pas ça, mais les producteurs du dessin animé prennent les droits pour utiliser l'image de l'artiste et sa chanson au Japon, mais comme c'est tellement cher, on leur demande encore plus cher pour l'international. Donc au départ, ils le prennent que pour le Japon, parce qu'ils estiment que c'est pas... soit parce qu'on demande trop cher, donc ça ne vaut pas l'investissement. Et effectivement, le jour où la série est vendue à l'étranger, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vendre. Il y a eu le cas pour un film de One Piece, par exemple, qui est sorti au cinéma, un des derniers qui était sorti au cinéma en France. Voilà, le générique de fin, il n'y avait pas la chanson japonaise. C'est pas très grave, c'est une chanson sur des crédits qui défilent. Mais c'était symptomatique, voilà. Ils ne savaient pas les droits pour l'international.
l'international pour exploiter cette chanson. Alors, et voilà. Et soit, évidemment, c'est la maison de disques qui, parce que c'est son artiste le plus important, démultiplie et dit ah ok, vous allez toucher tant de millions de gens à travers le monde, on vous demande 10 fois plus que pour le Japon, ce qui est déraisonnable parce que en plus à l'international tout le monde s'en fiche, c'est souvent des groupes qui ne sont pas connus ou qui n'ont du succès qu'au Japon ou en Asie éventuellement. Donc du coup ça crée un peu une disproportion qui n'est pas logique, mais lui par rapport à son artiste il ne veut pas le brader et on se retrouve avec un quiproquo et du coup le producteur du dessin animé dit tant pis, on gérera à l'international, on mettra une autre musique ou autre chose, ou on mettra pas de son. Et effectivement, c'est pas arrivé beaucoup, puis maintenant c'est quelque chose qui est plus anticipé. Ça c'est vraiment arrivé peut-être au début des années 2000 ou jusqu'à 2010, où les Japonais, c'est comme toujours, au Japon ils produisent leurs séries pour eux avant tout et pas pour l'international, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ils se disaient on gérera le problème si vraiment c'est vendu, et puis même certaines séries des fois ils ne pensaient pas que ça serait vendu à l'international. Voilà. Aujourd'hui il y a le simulcast, les 3/4 des séries sont en même temps que le Japon diffusées à l'international, donc ils sont conscients qu'il faut régler ce problème dès le départ, à la signature même du contrat pour le générique. On prévoit que ça sera de toute façon systématiquement à l'international et c'est mieux négocié en amont. On va dire c'était plus dû un peu à des couacs et on va dire des choses que les producteurs n'avaient pas forcément prévues ou envisagées dans leur monde un peu centré sur le Japon pour certains à cette époque-là. Aujourd'hui, donc il y a aussi maintenant, il faut prendre en compte tout ce qui est plateforme numérique comme iTunes, etc., Deezer, YouTube, Twitch, enfin nanina. Est-ce que ça change quelque chose justement par rapport aux droits des génériques, par rapport à la France, aux USA, au Japon? Est-ce que c'est plus dur, enfin, je ne sais pas, c'est plus cher? Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que les producteurs déjà prennent ça en compte ou pas? Alors sur la création de générique, je ne pense pas que les producteurs prennent ça en compte. Encore une fois, si le générique n'a pas une visibilité à la télévision, on considérera que ça ne vaut pas la peine de faire quelque chose de plus que d'enregistrer 30 secondes de générique, parce qu'il faut quand même bien malgré tout en enregistrer un. Après, pour les génériques plus anciens, c'est bien parce que c'est pas plus compliqué et ça leur offre une visibilité. Aujourd'hui, le marché du disque il est très petit, donc ressortir des génériques, ressortir des BO, des fois c'est un équilibre financier qui est vraiment très faible. C'est pour ça que c'est vraiment seul des petits labels comme justement Télé 80, mais qui fait des petites quantités pour un marché vraiment niche, arrive encore à sortir des choses. Mais par contre effectivement on peut faire vivre un catalogue en le mettant en écoute ou en téléchargement légal. AB fait ça de plus en plus. On peut trouver genre l'album de Bioman, des albums de chansons de Mes Petits Poneys ou plusieurs génériques en plus à des prix vraiment attractifs en téléchargement légal sur iTunes ou sur d'autres plateformes. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de faire vivre ce catalogue et de pouvoir le trouver finalement facilement et légalement, ce qui est toujours, c'est sûr, quand on achète un album à 6 € sur iTunes, l'auteur, le compositeur et encore moins l'interprète, puisque comme je le disais souvent, leurs droits, ils n'en ont pas beaucoup sur cette exploitation, ils ne vont pas toucher grand chose. Mais sur un catalogue entier et sur la durée, voilà, ça permet peut-être de générer encore un petit peu de revenus et puis encore une fois de donner une existence légale à ces génériques qui ne soient pas perdus, parce que le grand drame de tous ces génériques, c'est que beaucoup d'entre eux dorment sur des vieilles bandes qu'on ne peut plus lire, qui sont parfois abîmées ou qu'on a même parfois jetées, dans des sociétés qui ont tellement absorbé d'autres sociétés qu'elles ne sont même pas au courant de ce qu'elles ont. On parlait tout à l'heure des droits, comment retrouver les droits aujourd'hui. Le plus grand drame, c'est qu'aujourd'hui, Warner ou Universal qui se retrouvent avec des catalogues, vous les appelez pour leur demander s'ils ont les droits de, je sais pas moi, de Madame Pepperpot, des Mini-Pouces, des Chevaliers du Zodiaque. Bon, Chevaliers du Zodiaque, ils vont connaître, mais sinon, ils vont dire c'est quoi, et c'est des gens de 30 ans qui gèrent ça aujourd'hui aussi, donc ils n'ont pas connu les dessins animés, ils ne savent pas ce que c'est. Et en plus, vous faites une offre pour une exploitation toute petite, donc ça les fait chier des fois de faire un contrat ou même de se plonger, d'essayer de éventuellement retrouver
une trace pour être sûr que ce soit bien eux, ou même un master, ils ne savent pas où chercher. Donc c'est un peu ça qui est triste aussi, c'est que beaucoup de choses aujourd'hui sont perdues ou égarées, juste parce que d'une, ça n'intéresse plus grand monde, et de deux, de toute façon, les gens qui détiennent ces choses-là ne les connaissent pas ou ne savent pas où c'est. Alors comme je le disais tout à l'heure, toi-même tu as participé à l'aventure avec Logarithme, et qui avait ressorti justement le premier générique de Goldorak d'Enrique. Est-ce que tu peux nous raconter justement un peu les coulisses de comment ça s'est passé justement pour déjà retrouver Enrique, puis ensuite pour pouvoir éditer ce fameux générique en CD et voilà, le sortir pour que tout le monde puisse y accéder? Alors Logarithme, c'était une maison de disques que j'ai cofondée avec Yves Huchez, qui était à l'époque le patron de IDP, label vidéo. Effectivement, et on était parti dans l'idée de à la fois sortir des bandes originales de séries qui n'étaient jamais sorties ou plus disponibles, comme Les Mondes Engloutis, La Saga Il était une fois, et des BO japonaises aussi, et des génériques français, parce que justement je trouvais frustrant à l'époque, c'était toujours les mêmes, avec la même qualité, pas toujours top, qui ressortaient sur des compiles. Donc l'idée c'était de faire un truc vraiment pour les fans, et puis fait par des gens passionnés. Suite à ça, effectivement, il y a eu cette rencontre avec Enrique. Alors en 2000, le nom d'Enrique est encore complètement inconnu. On ne sait pas que c'est lui qui a chanté, on n'a pas de nom sur l'interprète du premier générique de Goldorak. Et c'est mon collègue et co-auteur du livre, justement, Rui Pasquale, qui avait retrouvé sa trace à l'époque, et qui avait refait le lien avec le fameux Enrique, qui avait eu une carrière, un chanteur des années 70 édité chez Barclay, et qui avait fait le lien avec l'interprète de ce générique. Donc voilà, Enrique, en fait, le premier générique de Goldorak, il a été confié, je ne sais pas pourquoi, mais à Barclay, Eddie Barclay, hein, le fameux jet-setter et de la maison de disques Barclay. C'est lui qui a eu en charge de trouver un interprète et d'enregistrer. Donc il va demander ça à Enrique, qui est quelqu'un qui l'éditait à l'époque. Voilà, mais effectivement, édité et pas crédité, probablement parce qu'à l'époque, encore une fois, il avait cette carrière et que au départ, il cherchait juste une voix pour faire ce générique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, les droits échouent à Saban, parce que quand ils font en refaire un deuxième, Eddie Barclay il s'en fout, c'est pas son truc les génériques, donc voilà, il cède ça à M. Saban. Donc on avait retrouvé la trace d'Enrique, on aurait voulu ressortir vraiment l'original, hein, qu'on entend dans le dessin animé. Bon, ça on ne l'a pas retrouvé, on ne l'a toujours pas retrouvé à ce jour, en tout cas le master, la copie propre. Donc du coup à l'époque, on a décidé de le réenregistrer, c'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle un cover, c'est-à-dire on a refait la musique, parce que du moment qu'on fait un cover, du moment qu'on refait tout, on peut le faire sans avoir on ne peut pas éditer une chanson sans l'acheter les droits au producteur et à l'éditeur original. Donc même si on avait retrouvé par exemple l'original du générique, il aurait fallu trouver à l'époque qui l'avait. Est-ce que c'était encore Barclay? Est-ce que c'était d'autres personnes? Donc même si on l'avait retrouvé, ce n'est pas pour autant qu'on aurait pu le sortir. Par contre, quand on fait un cover, c'est-à-dire qu'on réorchestre tout, on refait la musique entièrement, même si on la refait le plus à l'identique possible. Bon, après c'était fait en studio, c'était pas fait avec des vrais musiciens comme l'enregistrement original, mais bon. Et sauf que ce cover, plutôt que de le faire chanter par quelqu'un d'autre, ce qui est en général le propre du cover, qui est en général une sous-copie de l'original, nous on a quand même voulu faire un cover qui sera le plus proche et rechanté par le vrai Enrique. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en studio. Ça a été enregistré avec Tony Rallo, qui est un arrangeur, compositeur qui a beaucoup travaillé aussi sur les génériques. C'est lui qui a fait le livre de la jungle, Julie et Stéphane, il a fait pas mal de chansons, et puis lui aussi il a une carrière assez phénoménale, il a travaillé avec Dalida et plein de gens son CV est comme ça. Voilà, on s'est retrouvé dans son studio, c'est lui qui a tout réarrangé, on lui avait montré l'original en japonais pour qu'il retrouve les sons les plus proches, et on a réenregistré ça avec Enrique, et on a sorti ça en single en 2001. Ça a été un peu le coup de départ, un petit peu cette trouvaille d'Enrique. Et puis après, pour faire la promo, à l'époque on a fait beaucoup de concerts, c'était l'époque où il y avait les Gloomy Boulga Nights, donc on en a fait plusieurs avec Enrique. On est allé au Cartoonist aussi, qui existait encore à cette époque-là, et Japan Expo aussi, où il est venu plusieurs fois, et Japan Expo aussi d'année en année. On a fait la dernière année au CNIT avant qu'il fasse une pause et qu'il passe ensuite à Villepinte. Et on avait fait un grand concert avec, il y avait aussi Liliane Davis, Valérie Barouille, Michel Barouille, Noam qui était venu, et c'était l'époque où on avait vraiment lancé tout ça pour faire la promo de nos compilations et du label. Voilà. Puis après, Logarithme, ça a duré 5 ans. C'est une aventure qui s'est arrêtée. Le succès était mitigé. On avait quand même vendu des disques, mais pas tant que ça.
Et je pense qu'avec le recul que c'est une aventure qui arrivait un peu entre deux. C'est-à-dire on était après la période où vendre du disque c'était une entreprise plutôt florissante, le téléchargement était arrivé et commençait déjà à faire du mal aux ventes de disques. Et pour autant Internet n'était pas encore assez développé pour faire des ventes en direct. À l'époque, faire un moyen de paiement sur un site en 2001-2003, c'était encore très cher, très compliqué. Aujourd'hui, effectivement, on peut mettre directement en vente sur Amazon, sur tous ces trucs. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc, c'était un petit peu, voilà, soit trop tard, soit trop tôt. Mais ça a été quand même une belle aventure qui a permis des rencontres avec Enrique, avec d'autres chanteurs, Michel Barouille, Claude Lombard aussi à cette époque-là, quand on avait ressorti tous les génériques de la 5. Et voilà, c'est une belle aventure que je ne regrette pas, même si effectivement ça n'a pas duré aussi longtemps que ça aurait pu durer. Ouais. Puis surtout qui a permis, c'est la seule édition actuelle du générique d'Enrique. C'est la seule édition actuelle, effectivement, oui, parce qu'on n'a toujours pas retrouvé l'original. Olivier, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, un grand merci d'avoir pris sur ton temps pour répondre à mes questions. Peux-tu nous parler un petit peu de ton actualité justement, Olivier, en ce moment? Donc, toujours le livre, même s'il est sorti depuis un an, La belle histoire des génériques télé. On continue de faire la promotion que j'ai écrit avec Rui Pasquale et qui est sorti chez Inis, où vous trouverez aussi plein d'autres anecdotes sur tous les génériques français et sur ce qu'on appelle l'âge d'or du générique des années 70 aux années 2000. Et puis sinon, je continue, je fais toujours 2 podcasts. Le premier Anisong sur les génériques japonais et j'ai commencé depuis la rentrée un nouveau podcast qui est justement sur la belle histoire des génériques télé, où cette fois-ci je reviens sur les interprètes et les chanteurs français de génériques, donc qui vient un peu en complément de l'autre et que vous pouvez écouter chaque semaine sur les bonnes plateformes de podcast. Nickel, écoutez, on vous mettra en plus nous les liens sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller les écouter sans problème. Un grand merci Olivier. Merci à toi. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission de Phase S. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne. Un grand merci, bienvenue, à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.